Bienvenue dans ce nouvel épisode de W que j'anime aujourd'hui aux côtés d'Apolline. Bonjour Apolline. Salut Jamel. Petite mise en contexte pour débuter l'épisode, on a fait connaissance toutes les deux lors de la première édition du Festival RH. C'était l'année dernière, parce que Wobby était partenaire, du coup on s'est connus dans ce cadre-là. Et moi de mon côté, j'ai tout de suite accroché un peu à ton univers et à la façon dont tu parlais de certains sujets. C'est notamment ça qui nous amène à faire ce podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter un peu, me parler de toi? Yes. Alors, moi, je m'appelle Apolline. Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai créé un média à la croisée entre la quête identitaire et l'impact socio-environnemental. Donc aujourd'hui, c'est un peu le sujet qui nous amène. Et en parallèle, j'ai aussi créé un studio de communication inclusive où je fais de la sensibilisation pour les entreprises qui voudraient justement travailler ces sujets-là en interne et aussi les accompagner sur leur communication, donc que ce soit accompagnement édito, rédaction ou création de formats plutôt longs. Pareil, pour faire infuser ces valeurs dans l'entreprise de façon pérenne. C'était vraiment l'idée de cet épisode, en fait, de pouvoir parler concrètement de ce que ça veut dire, notamment d'avoir un espace de travail. On va parler en entreprise, mais psychologiquement sûr, de parler de gestes simples qu'on peut mettre en place et des limites et des pièges, parce qu'il y en a quand même pas mal qu'il faut éviter là-dessus. Donc, du pratique, du vrai et des sujets qui parlent et qui nous intéressent vraiment. Oui, et en plus, enfin, ce que je me suis dit quand tu m'as envoyé la trame, que c'était vraiment cette différence qu'on pouvait faire entre la diversité qui est vraiment, tu sais, je veux dire, un état de fait où la société est faite de personnalités, de personnes d'origines différentes, de fonctionnements différents, et l'inclusion, qui est vraiment un mouvement qui est conscient et intentionnel pour faire en sorte que toutes ces personnes puissent se sentir à l'aise et cohabiter ensemble pour, là, au travail, créer des choses ensemble et avancer dans leur quotidien. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me raconter un peu ce qui t'a donné envie, toi, de t'intéresser à la sécurité psychologique en entreprise comme ailleurs, d'ailleurs? C'est quoi le déclencheur? C'était un peu un mix de différentes choses. À la fois, comme je te disais tout à l'heure, un peu j'allais dire un tunnel de découverte où, en me baladant sur Netflix, je suis tombée sur le documentaire White Hot: The Rise and Fall of Abercrombie. Donc j'ai plus le titre en français. Je suis désolée, comme je l'ai regardé en VO, mais en gros, ça raconte l'histoire d'Abercrombie Fitch, qui est une marque que j'allais dire tous les adolescents qui ont grandi dans les années 2000 connaissaient, qui était super en vogue, mais qui en fait surfait beaucoup sur les codes des sororities et des frat boys. Et donc, il y avait vraiment un peu le profil d'Abercrombie et toutes les autres personnes pouvaient s'en sentir un peu exclues. Et dans ce documentaire, donc ça revient à la fois sur leur succès, la façon dont ils ont réussi à tout casser dans le prêt-à-porter, mais tous les dessous aussi de l'entreprise qui était foncièrement inclusive puisque le boss le disait en interview que son business était vraiment d'être exclusif et qu'il ne cherchait à attirer que les cool kids. Donc là, je fais des guillemets, les gens ne voient pas, mais c'était vraiment sa marque de fabrique. Et donc, tout était fait de son branding à sa culture d'entreprise, sa manière de recruter, etc. pour justement exclure les gens. Et c'est un peu dans ce cadre-là où j'ai commencé à creuser les différentes manières dont les gens pouvaient se sentir exclus, que ce soit de la marque en tant que client, mais même en tant qu'employé. Ouais. Et en parallèle, moi j'ai vécu aussi une situation au travail où j'ai été ostracisée et où c'était clairement une situation de discrimination. Et en fait, je me sentais pas à l'aise d'en parler aux personnes référentes parce que j'avais peur des répercussions que ça pouvait avoir sur moi dans mon quotidien professionnel. Et une fois que, j'allais dire, j'ai osé parler, mais c'était même pas un choix, c'était plus j'étais poussée à bout, donc j'ai dû le faire. Je me sentais pas accompagnée non plus dans toutes les démarches que je devais faire. Et c'était vraiment ce truc où ça a déclenché mais j'ai besoin aussi de comprendre ce que je suis en train de vivre et ce phénomène. Et c'est un peu en combinant toutes ces choses, un peu c'est comme quand t'es dans un jacuzzi et tu et tu marines dans plein de thématiques différentes que j'ai découvert cette terminologie et ça m'a vraiment fait du bien un peu de tunneliser et de mettre des mots sur des fonctionnements, c'est ça, sur des fonctionnements professionnels et des dysfonctionnements qu'on pouvait avoir. Ok. Et du coup, tu le définirais comment? Parce qu'en fait, c'est un terme, je pense, qui parle pas forcément à tout le monde. Parce que quand tu parles de sécurité ou un espace de travail qui est psychologiquement sûr. En fait, c'est un terme qui est venu des États-Unis, donc à l'origine, c'est anglo-saxon. Je pense que il y a eu des études avant et que ça existait, mais qu'on n'avait pas encore mis un peu de concept, de branding dessus. Et c'est une chercheuse américaine qui s'appelle Amy Edmondson, qui, je crois, en 99,
a commencé à parler de sécurité psychologique. Et en fait, pour elle, c'est la capacité qu'on a à prendre des risques interpersonnels dans nos relations. Donc, à se montrer vulnérable ou à parler de choses qui sont parfois tabous ou qui sont parfois difficiles à exposer. Et donc, c'est vraiment dit simplement, le fait de pouvoir prendre la parole ou amener des sujets sans avoir peur des répercussions négatives que ça pourrait nous apporter. Là, on en parle dans le cadre professionnel, mais en fait, c'est aussi valable dans nos relations personnelles de savoir si, dans les personnes qu'on côtoie, on se sent à l'aise d'aborder certains sujets ou non. C'est normal qu'on le soit pas, mais de se dire qu'on sera accompagné ou que l'espace sera suffisamment safe pour qu'on puisse en discuter, avoir du conflit, progresser ensemble, sans qu'il y en ait un qui ait nécessairement l'ascendant sur l'autre, etc. Ok, c'est hyper clair, c'est bien. Nickel. Travailler avec Sciences Po. Est-ce que tu Ouais. peux nous en parler un petit peu? Parce que l'idée là-dessus, c'était de les accompagner sur des ateliers justement pour creuser ces sujets-là. Oui, en fait, j'ai travaillé, donc c'est vrai que j'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'était pas Sciences Po, mais une association de Sciences Po, des, des femmes alumni de Sciences Po. Et leur objectif, c'était vraiment de se concentrer sur l'inclusion au global, comme quand elles sont venues me voir, elles m'avaient expliqué que elles sentaient que elles avaient encore des éléments sur lesquels elles voulaient travailler, mais qu'elles n'arrivaient pas forcément à ouvrir la parole, ou que les personnes concernées n'étaient pas dans le cercle des régulières qui venaient assister aux ateliers. Et donc, elles avaient ouvert toute une saison sur justement l'inclusion et même toutes les thématiques un peu plus multidimensionnelles qui tournent autour et qui sont pas forcément uniquement liées au sexisme, donc qui peuvent toucher à la classe sociale, ou même au racisme, qui sont des sujets qui sont encore très peu abordés dans les politiques d'inclusion. Et en fait, on a fait un atelier d'introduction où j'aurais aussi partagé un guide que j'avais fait sur la sécurité psychologique pour justement déjà aborder ce qu'était un espace safe et leur donner quelques pistes et des exemples d'entreprises qui avaient commencé à mettre en place des choses dans leur quotidien pour améliorer la sécurité psychologique. Ok. Et quand je t'avais contacté justement pour ce podcast, tu m'avais parlé de ce guide qu'on mettra en ressources aussi après ce podcast si besoin pour le récupérer, pour le consulter. Est-ce que dans ce guide, tu parles un peu d'actions concrètes et assez simples à mettre en place pour commencer déjà à Ouais. s'interroger sur ces sujets? Oui, mais je crois aussi que tu m'avais, dans mes petites notes, j'ai marqué Atlas RH avec un point d'interrogation. Mais il y avait une chose, à l'époque, j'avais pas du tout mis la terminologie sécurité psychologique ou même onboarding, puisque je n'étais pas encore spécialisée dans les RH. Mais je me souviens d'une entreprise où j'étais, quand on arrivait, une des premières choses qu'on faisait dans les jours d'introduction, c'était prendre un temps entre manager et manager ou même entre collègues d'équipe, de réfléchir à la façon dont chacune, en l'occurrence on était deux meufs, mais dont chacune fonctionnait. Et c'était à la fois savoir de quelle façon tu préférais être contactée, quels étaient les thèmes sur lesquels tu étais peut-être plus à l'aise de communiquer, même quand tu étais peut-être un peu intimidée, versus les thèmes sur lesquels on devait plutôt venir te chercher. Et c'était un peu un mode d'emploi personnel, même si c'est très objectifiant de dire ça comme ça, mais ça permettait aussi de mieux comprendre comment les gens fonctionnaient, donc de peut-être amener certaines choses de manière plus simple pour chacun et avoir éviter des conflits qui pourraient peut-être être évités si on reprenait ces différents modes de fonctionnement. Mais toi, tu m'avais dit que vous faisiez ça chez Wooby, non? Nous, chez Wooby, on a mis en place, au début, on l'avait appelé Wooby's mode d'emploi. C'était la bonne terminologie là-dessus. C'est un petit kit. Exactement, mais c'est une petite fiche qu'on appelle maintenant le readme, qu'on envoie aux nouveaux collaborateurs. Et au-dedans, en fait, on a une trame avec des questions de les choses qui vont te brusquer quand on te parle, comment on a besoin, comment tu ressens le besoin d'avoir un feedback, etc. Et en fait, ça permet dès le début, entre un manager et manager, de poser les bases, de savoir ce qui passera pas, parce qu'il y a des moyens de communiquer qui peuvent être très différents. Et où des fois, tu as des non-dits et des tensions qui se créent, qui, en soi, n'ont pas d'intérêt, où l'alignement entre les deux peut être compliqué quand t'as pas la même façon de communiquer de base. Oui. Donc, c'est quelque chose que nous, on aime bien mettre en place et qu'on en est fait dans l'onboarding aux collaborateurs de remplir. Mais c'est vrai qu'en plus, là, ça vient de me rappeler une situation que j'ai eue il y a pas très longtemps avec des clients où on s'est rendu compte qu'on fonctionnait pas justement de la même manière en communication au quotidien et où la personne était beaucoup plus à l'aise en m'appelant que moi où je communique beaucoup à l'écrit, comme ça fait aussi beaucoup partie
de mon quotidien. Et donc, quand il y avait des moments un peu de tension, on pouvait se sentir mal à l'aise en recevant, tu vois, un message ou autre, alors qu'en fait, la situation était désamorcée beaucoup plus rapidement quand on était à l'oral. Et c'est une fois, comme l'entreprise fonctionnait pas forcément pareil, c'est une fois qu'on en a parlé ensemble que la collaboration a repris de façon super saine et beaucoup plus tranquille, alors qu'avant, je pense que tout le monde était un peu crispé dans son coin et on n'arrivait pas du tout à en discuter. Et c'est un peu, en fait, c'est ça que j'appelle la sécurité psychologique, c'est se dire, on sait que l'un et l'autre, on a des tensions, mais on arrive à le mettre en commun et à avoir des discussions qui sont aussi constructives, même si ça peut pas se passer bien tout le temps, tous les jours, même si j'aimerais. Ce serait chouette. Ce serait tellement bien. On parle beaucoup Ouais. de safe place quand on aborde ces thématiques-là, au global dans la vie pro d'ailleurs que dans la vie perso. Moi, c'est une notion que j'ai tendance quand même à nuancer parce que je trouve qu'elle a des limites quand on parle de safe place. Je le vois un peu quand dans le langage commun comme un endroit où t'as pas de conflit, où tout est facile, c'est un peu le monde des bisounours. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que je sais que t'as des... Ouais. Et c'est vrai que ça, je pense que on évolue tous et toutes au fur et à mesure. Donc ça, j'avais pas forcément ce recul quand j'ai commencé à travailler sur la sécurité psychologique. Mais t'as plusieurs typologies de space. Mais c'est vrai que le safe space, c'est un lieu où on sait qu'on n'aura pas à se battre ou à faire de la pédagogie à outrance sur notamment nos identités quand on parle d'inclusion et par extension sur les différents enjeux qu'on peut avoir au quotidien et les différentes frictions qu'on peut rencontrer. Je te donne un exemple, c'est quand on parle de racisme, parfois on a ce qu'on appelle, tu vois, des cercles de parole en non-mixité, où c'est que des personnes qui sont concernées qui vont échanger de leur expérience. Et dans ce cadre-là, je dirais que c'est une safe place parce qu'on sait que déjà on partage ce vécu, et même si tout le monde n'est pas forcément raccord sur les différentes expériences, ça fait qu'on peut vraiment souffler. Lâcher prise. C'est ça. Et comme les cercles en mixité féminin, quand on doit parler de sexisme ou de certaines expériences, ça permet aussi de libérer la parole sur certaines choses qu'on n'oserait peut-être pas faire si on était dans un environnement mixte avec des gens qui pourraient remettre en question nos expériences. Mais c'est là que vient la nuance. C'est vrai que dans ce cadre-là, on peut avoir j'allais dire un manque de remise en question ou justement de discussions qui peuvent être un peu plus difficiles. Et j'étais tombée sur une vidéo. Évidemment, je n'ai pas noté le titre, donc je l'ai pas sous les yeux. Et ce sera un titre de mémoire, mais c'était un échange entre Laverne Cox et Bell Hooks dans une université américaine dont je n'ai plus le souvenir, mais on mettra la ressource dans la description, où en fait elle parlait de la différence justement entre ce safe space qui peut être peut-être un peu vu comme quelque chose de très confortable et où il n'y avait pas forcément de formation, remise en question comme je disais, et ce qu'elle appelle Ben Hooks le brave space, où donc littéralement c'est l'espace de courage en anglais, Ouais. où on peut justement, comme tout le monde sait qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes modes de fonctionnement, amener sur la table des sujets qui sont difficiles ou qui vont justement nous mettre en tension, en conflit. Mais comme on a déjà cette certitude de base qu'on est tous et toutes là pour la même raison, ça va être beaucoup plus, et là je mets 1 milliard de guillemets, simple dans le déroulé. Et dans la vidéo, dont je me souviens toujours pas du titre, tu peux voir justement que Laverne Cox et Bell Hooks sont pas forcément d'accord sur cette définition des spaces. Et t'as certains moments pareils sur leur approche du féminisme, de l'histoire du racisme, etc., où elles voient pas forcément les choses non, elles ont pas le même prisme d'approche, mais la discussion peut être, j'allais dire tendue, mais même pas, la discussion peut être justement remplie de dissensions parce qu'elles savent qu'elles sont dans une forme de safe space. Donc je dirais que c'est un peu une fondation pour avoir, Pour aller plus loin. c'est ça, pour aller plus loin et pour prendre ces risques interpersonnels dont parle Amy Edmondson, dont on parlait tout à l'heure. Je sais pas si ça fait sens. J'essaye de raccrocher les. Ouais. Ah, c'est pas facile, tu vois, à dire Oui. une safe space. C'est plutôt dans ma tête un lieu où tu peux te tromper, tu peux débattre, tu peux être dans l'inconfort aussi, et t'as pas, enfin, contredire, tu vois, c'est pas quelque chose qui devrait te faire peur. Et du coup, t'as pas, dans le milieu de l'entreprise, pour accrocher un peu à cette partie-là, t'as pas forcément peur d'avoir des représailles ou d'être jugé ou d'être dans des aspects qui peuvent être assez négatifs. Tu parlais de brave space et en Ouais. fait, ça me fait penser à des notes que j'avais prises pour une question qui vient un peu après.
ce que j'avais appelé un peu la dimension courage, où justement dans cette notion de sécurité psychologique, oser dire: «Je sais pas, je suis pas d'accord avec toi», même à un manager, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à faire Ouais. facilement. C'est quelque chose qui peut être assez compliqué dans certains niveaux hiérarchiques en plus, là-dessus et pourtant, moi, je le vois en tout cas chez Wally typiquement où c'est Ouais. vraiment une force, on peut globalement tout se dire. OK. Dans ma boîte, en tout cas, on n'est pas dans une dimension où, ouais, où la confrontation va être négative. Tant que c'est transparent, que c'est dans la bienveillance ou des OK. choses comme ça, c'est quelque chose qu'on promue, ça fait partie des valeurs qu'on travaille ensemble aussi. Et je pense que dans certaines entreprises, c'est vraiment un des piliers d'être en confiance avec les personnes avec qui tu vas pouvoir en parler et de pas voir ça comme de l'affrontement ou comme, vraiment, Ouais. de la «provocation» entre guillemets. Comment vous aviez mis en place ce truc de se dire, je peux faire une remarque à mon manager, je peux ne pas être en accord avec lui ou avec elle? Sur les feedbacks toutes les semaines, quand on a nos points, les fameux VDOR un petit peu, où on fait nos points managériaux, bah, du coup, on va en parler aussi, de dire: «Bah, OK, cette semaine, comment tu aurais aimé que je t'accompagne mieux? Qu'est-ce qu'on a mal fait?» Mmh. En fait, on n'est pas dans la culpabilisation de: «Il y a ça qui s'est mal passé». On va plutôt être dans la façon de se dire, «Bon, il y a un constat, c'est que ça a été, ça a pas été. Comment la prochaine fois on fait mieux? Comment on va permettre de trouver une solution ou de faire en sorte que ça se reproduise pas?» Ou au contraire, si tout a bien roulé, on donne Ouais. le feedback aussi. Parce que faire du feedback constructif slash négatif, ça peut, enfin, c'est important de le faire et de le dire et de pas avoir de non-dit ou de tabou quand tu construis quelque chose. Mais pour autant, quand les choses se passent bien, on a tendance à oublier de dire que ça se passe bien et que c'est trop cool et bravo et on célèbre pas Oui, assez. Nous, en interne, on a vachement cette culture de la petite victoire. Donc, que ce mais soit c'est des nouveaux cool. clients ou des projets qui se soient bien lancés ou simplement des petites choses au quotidien qui ont été terminées et qu'on est trop content de faire partager à l'équipe. La célébration, je pense que c'est important aussi de montrer quand ça va pas, mais aussi de le mettre en avant quand c'est le cas et que ça roule comme il faut. Oui, parce que sinon tu peux vite te retrouver avec, Mmh. te dire: «Bon, bah, en fait, ça se passe mal tous les jours», alors qu'il y a plein de choses qu'on a réussi à accomplir ensemble. Mais Ouais. c'est chouette d'avoir, vraiment balisé à chaque étape un peu de l'entreprise et j'allais dire du processus aussi de vie des personnes dans l'entreprise. Justement ces retours, parce qu'on n'a pas forcément le même recul, donc ça te permet d'avancer. En fait, ça m'amène sur cette question-là. On parle beaucoup de la sécurité psychologique en tant que sujet RH. C'est les RH qui doivent porter ça, et Mmh. cetera. Qu'est-ce que tu Ah en mais penses? pardon, je te coupe, mais Vas-y. j'ai eu un flash d'une entreprise où moi j'avais été, où justement on faisait aussi des entretiens post-départ et c'était vraiment une fois qu'on avait tout rendu, qu'on OK. le faisait et donc il y avait vraiment plus aucun enjeu de hiérarchie ou un peu de superficialité aussi et c'était vraiment trop chouette. Ouais, le fait de pas être se C'est ça, sentir en sous. c'est ça OK, et en plus on faisait vraiment le retour dans un lieu qui était neutre. OK. Donc, il y avait une horizontalité qu'on n'avait pas forcément dans la relation de travail et ça laissait beaucoup plus de liberté dans la manière dont on faisait nos retours. Et en plus, ben, la manageuse ou le manager pouvait prendre nos notes et l'objectif, c'était pas de justifier la façon dont on fonctionnait, mais juste de prendre nos retours tels quels. C'est un bon format de le faire, Ouais, post, oui, tu vois, avec ma stagiaire, elle a fait partie, nous, on l'a fait le dernier jour. Donc en effet, c'est le matin, elle partait le soir, tu vois? Et au global, je pense que sur son stage, la relation s'était très bien passée, donc elle était pas stressée ou quoi que ce oui, soit. oui, Mais c'est vrai de le faire juste après où tu te dis: «C'est fin de journée», tu vois? Tu as plus d'enjeux, oui. comme tu dis, Bah là, nous, c'était même, je crois, une semaine après OK, où on avait repris un déj ensemble. Et à la fin du déj, j'avais fait mes retours. OK. Et donc, tu as aussi la semaine pour un peu réfléchir à tout ce qui s'est passé avant. Prendre du recul un C'est peu ça. sur la situation, OK. Et c'était une entreprise où ça s'était très bien passé. Je parle toujours de cette manageuse à tout le monde. Mais c'était vraiment un bon exemple, je trouvais aussi de comment tu peux gérer cette relation même une fois que la personne est partie. C'est un peu pour parler des mythes, tout ça, du coup, et Ouais, des clichés qui peuvent persister autour de la sécurité psychologique. Moi, un de ceux que j'entends le plus au quotidien quand on travaille aussi avec nos clients ou avec des personnes sur des ateliers ou autres, c'est que c'est un sujet qui est très axé pour les RH, qui doit être porté par les RH. Est-ce que toi, tu penses que c'est le cas? Est-ce que les managers, les équipes aussi doivent s'en emparer? pour moi, c'est vraiment, une question de assez holistique dans l'entreprise. Pour être tout à fait franche, comme, je suis pas issue du sérail des RH, j'avais pas du tout, l'image des RH quand je suis arrivée, à ce sujet de sécurité psychologique. Je me suis surtout dit que c'était quelque chose qui devait venir de l'entreprise en fonction de la taille, tu vois, des fondateurs, des managers, de l'équipe dirigeante, mais que c'est déjà quelque chose qui doit être, soutenu au quotidien par les personnes, qui ont un pouvoir d'influence assez conséquent. Et après, tu as vraiment cette image, du ruissellement qui Ouais. ne fonctionne pas forcément dans la société, mais qui peut fonctionner, tu vois,
dans l'entreprise de se dire, bah, nous, on donne l'exemple. Donc, les gens savent que dans le quotidien, on peut être vulnérable, on peut aussi se mettre dans cette situation-là. Et je sais plus, je crois que c'était chez Google qui ont aussi fait beaucoup de travaux sur la sécurité psychologique. Il y avait eu un article, pareil, que je peux te retrouver et mettre dans les ressources de l'épisode, qui parlait de l'expérience qu'ils avaient fait, justement, c'est le projet Aristote, où Ça me dit quelque chose. et en fait l'objectif c'était vraiment de comprendre ce qu'ils faisaient, parce qu'on reste chez Google, comment les entreprises, comment les équipes les plus performantes faisaient. Et ils se sont rendus compte que les personnes qui avaient des équipes qui étaient plus efficaces étaient ce type d'équipe où on pouvait se faire des retours qui étaient parfois un peu musclés, mais où il y avait aussi surtout cette confiance dont on parlait, cette sécurité psychologique, où bah, si on avait des problèmes énormes dans nos quotidiens, on pouvait venir en parler sans avoir peur de l'impact que ça allait avoir sur la relation qu'on allait entretenir avec nos collègues. Et dedans, il y avait l'exemple d'un ingénieur qui, en soi, j'allais dire, était un manager qui n'allait pas forcément parler de sa vie personnelle ou des problèmes qu'il pouvait avoir en dehors du travail. Et un jour, il a fait une réunion avec son équipe pour leur dire qu'il était atteint de cancer, donc que ses jours étaient comptés. Et à partir de ce moment-là, il s'est rendu compte que la relation qu'il entretenait avec ses collègues avait changé du tout au tout, et où les gens osaient aussi plus souvent venir le voir avec leurs difficultés et exprimer certains doutes, certaines choses qu'ils n'auraient jamais osé faire auparavant, parce qu'il avait montré qu'il était voilà, c'est ça. vulnérable. Il s'était montré vulnérable. Bon, après, c'est un exemple assez extrême. Je pense que ça reste l'exemple Google. Un peu romancé aussi. C'est ça qu'ils mettent dans tous leurs articles sur ce qu'on a appris sur la sécurité psychologique, blablabla. Mais ça peut être simplement, tu vois, la manageuse dont je te parlais tout à l'heure, avec qui j'ai fait mon retour de fin de contrat une semaine après. Elle était parent. Enfin, elle est toujours parent, mais en tout cas, à l'époque où on était collègues, elle était jeune parent. Et ça faisait que souvent dans nos weekly, elle parlait du fait que son enfant avait des problèmes ou elle allait devoir partir plus tôt. Il y avait ceci, cela, donc on savait que les difficultés au quotidien n'étaient pas un tabou et que même nous, on pouvait lui dire, bon, bah, tiens, j'ai un rendez-vous chez le médecin, je vais devoir changer mes horaires, mais t'inquiète, je vais rattraper. Et il y avait vraiment une confiance qui régnait, qui était super chouette, parce que les managers donner l'exemple. C'est ça, donner l'exemple. Ouais. Que ce soit que ça vienne des managers ou de la direction, en fait, moi, je pense que c'est pas un sujet qui peut être porté que par les RH, parce que c'est le sujet de base, mais c'est quelque chose qui est, t'as une culture, en fait, qui vient par le haut, qui doit être portée peut-être par le noyau, justement, d'entreprise, etc., puis c'est quand même une posture à tenir, mais qui peut être aussi diffusée par le bas. Je sais pas si ça fait sens. Ouais, c'est vraiment le trickle up, trickle down, tu sais, je crois qu'on en parlait surtout sur l'écologie à un moment. C'est que tu la mets en place par justement ta direction, par un système de management qui doivent montrer l'exemple, qui doivent admettre quand il y a des erreurs ou des choses comme ça, ou demander du feedback ou autre. Sinon, ça reste un joli mot. En fait, si t'en fais rien derrière, ça n'a pas de valeur. C'est le risque. Mais si derrière, c'est pas porté par le management, du coup, un peu plus bas de l'échelle, ou par les collaborateurs eux-mêmes, tu vois, derrière, si les valeurs sont pas alignées ou autres, en fait, ça matérialise bien du coup derrière. Ben, c'est vraiment ce côté holistique. On fait plein de gestes des mains que les gens ne peuvent pas voir, mais on fait beaucoup de ronds pour dire que tout le monde va nous porter. C'est ça, c'est vraiment au global. Mais j'insistais vraiment sur les équipes dirigeantes parce que on a beau, en tant que collaborateur, participer, avoir des équipes qui peuvent être saines. Si jamais les fondateurs ou les équipes dirigeantes sont pas aussi exemplaires et ne portent pas le sujet, bah, c'est sûr que ça va mourir un petit feu. Et si c'est aussi ces personnes qui gèrent les recrutements ou autres, bah, ça peut faire en sorte que la confiance et la sécurité psychologique se délitent, alors que c'est un élément qui est fondateur pour que tout le monde puisse bien collaborer au quotidien. Ça me fait penser à une autre limite qu'on n'a pas encore abordée sur cette partie-là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui utilisent ce discours de sécurité psychologique pour continuer derrière à tenir des propos qui peuvent être toxiques, etc. Je pense beaucoup à des sujets de management notamment. Pour moi, les limites qu'il faut poser là-dessus, c'est clairement le fait que la sécurité psychologique, c'est pas une excuse derrière pour éviter les conversations qui peuvent être difficiles. On en parlait tout à l'heure de la zone d'inconfort aussi.
ça ne doit pas masquer non plus des comportements qui sont toxiques, qui vont être discriminants, parce que c'est aussi trop souvent le cas dans le monde de l'entreprise, notamment, pas que, hein, mais bien comme on parle vraiment d'un sujet lié à ça, c'est clairement quelque chose qui est vécu, je pense, par beaucoup de personnes. Et ça reste un cadre qui est pas un cocon un peu molletonné où t'es dans encore une fois petit monde de bisounours, etc. C'est un cadre qui est exigeant, et qui se veut exigeant pour que ça fonctionne. Oui, et c'est pour ça aussi qu'on parlait d'exemplarité tout à l'heure, de se dire que c'est important que tout le monde puisse en prendre la mesure. Et je trouve que dans les situations où il y a des managers qui continuent à avoir des pratiques qui sont discriminantes ou abusives, il y a aussi ce sujet des rapports de pouvoir en entreprise et où quelqu'un qui est manager, qui vient faire son retour, se met quand même beaucoup plus en danger que le manager. Et il y a aussi ça à prendre en compte. Et concrètement, j'ai pas forcément de solution, si ce n'est à vraiment essayer de voir quelles sont les intentions derrière cette nouvelle politique et derrière les politiques RH qu'on met en place. Donc tout à l'heure, je t'en parlais, c'était chez Abercrombie. Ils avaient plus, j'allais dire une, mais dans les faits, ils ont eu énormément de campagnes qui ont très mal tourné, dont une qui était des t-shirts censés être provocateurs de Two Wrongs Can Make It Right. Donc c'est vraiment, ils avaient deux personnes asiatiques sur le t-shirt avec le message ultra raciste. Et un des arguments qu'ils avaient donné pour justifier le fait qu'ils avaient osé commercialiser ce t-shirt, parce que c'était une des premières fois où les communautés concernées s'étaient vraiment levées en disant bon, il y a un problème avec cette marque, mais il va falloir qu'on la boycotte ou qu'on commence à leur poser les vraies questions. Ils avaient dit non mais on a des personnes dans l'équipe qui sont asiatiques et qui ne nous ont rien dit. Si tu sais que tu es entouré de personnes qui sont pas forcément alignées avec ce que tu penses, tu vas pas te mettre en danger. Surtout si en plus tu fais partie d'une minorité, t'es encore plus sur le feu. Et d'autant plus si en plus l'entreprise derrière a quand même l'intention de publier ou sortir son t-shirt, tu sais que ta voix n'aura aucun poids, donc tu peux facilement te mettre en retrait. Et c'est vraiment dommage d'avoir des situations comme ça, mais t'as aussi t'as d'autres moments où la personne qui est autrice de discrimination peut te dire bon bah non mais je me protège, c'était pas forcément l'intention, j'ai réagi comme ça parce que. Et là aussi on a beau parler de sécurité psychologique, c'est un peu un retournement de stigma où la personne va utiliser ce même vocabulaire alors qu'en fait elle a aussi besoin de s'informer, de réfléchir, non, dit comme ça on dirait que je parle d'un primaire, tu sais que tu mets au coin, mais que c'est un sujet qui est à prendre en compte en tant que tel et que c'est pas seulement un acte parmi d'autres à prendre à la légère. Ouais, d'où la formation, la sensibilisation aussi, parce que tout le monde, je pense, n'évolue pas avec les mêmes clés pour comprendre ces sujets-là, ne grandit pas dans les mêmes environnements. Oui, et je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif RADI, où on est plusieurs pros de l'inclusion. On est pas... Il y a eu beaucoup de discussions sur le branding, mais on n'est pas parti sur les fruits et légumes. Et c'est vraiment RADI, R-A-D-I, qui est sur LinkedIn, on a sorti des tribunes et on est très actifs, mais dedans, il y a des personnes, moi je suis plus sur la sensibilisation, la communication, mais il y a des gens qui font vraiment des accompagnements aussi au quotidien d'entreprises qui mettent en place justement ces politiques d'inclusion, et c'est super important de réfléchir pas que en action one shot où tu vas faire une petite conférence et cocher ta case de sensibilisation, mais vraiment penser ça sur le temps long, parce que malheureusement on oublie rapidement, surtout si c'est pas des sujets qui nous touchent ou qui sont pas considérés comme étant prioritaires, ce qui est souvent le cas aussi des sujets RH. Et c'est vraiment dommage parce que c'est des gens qui font les entreprises ou de façon plus macro qui font une société, donc c'est aussi de nous dont on devrait prendre soin au quotidien. Par rapport à toutes les discussions qu'on vient d'avoir, moi ça me fait remonter 3 pièges un peu qui sont, je pense, à retenir, qu'il faut noter là-dessus. Le premier, qu'on peut appeler le safe washing, c'est un peu l'équivalent du greenwashing, mais du coup, il y a un espace un petit peu bien sûr. C'est le côté où quand tu as une entreprise qui va afficher derrière toute cette culture un peu care, etc., mais qui, parfois malgré elle, parfois pas, va continuer à valoriser des comportements qui sont toxiques. Je pense vachement à, tu vois, une entreprise qui va afficher ses grandes valeurs sur cette carrière ou des choses comme ça, ou des grandes affiches dans les couloirs. Ici, vous êtes vous-même, on est une grande famille, machin. Là, le fameux on est une grande famille. Mais en pratique, quand tu as un salarié qui va dénoncer, je pense aux remarques sexistes, parce que pareil, c'est des choses auxquelles moi j'ai été confrontée dans des boîtes,
va se faire recadrer parce qu'il faut pas créer de tension, il faut pas faire trop de vagues, c'est dangereux pour toi, machin. Et du coup, en fait, on ne valorise même pas le fait de pouvoir, tu vois, derrière, aller faire remonter un comportement qui est pas normal, alors que l'entreprise se protège en disant, mais regardez, nous, on est tout gentils, on est tout bien. Et c'est ça qui est chaud comme on n'a pas de sensibilisation, bah, tu peux pas savoir ce que tu vis. J'ajoute un dernier truc, mais là, depuis que j'évolue là, je me rends compte que, en fait, la sécurité psychologique, mais plus que ça, tu vois, la santé mentale, ça devient c'est un sujet de société, mais ça devient aussi un sujet que les entreprises utilisent de plus en plus dans leur branding pour créer leur marque employeur. Et justement, j'ai l'impression qu'on décorrèle beaucoup ce côté création de marque versus ce qui se passe véritablement au quotidien, alors qu'en fait, une marque, c'est censé être la continuité de ce qui se passe dans ton entreprise, et donc vont beaucoup capitaliser sur on est une entreprise safe, on met en place sur l'image. C'est ça, des politiques où on a des petits qui viennent dans l'entreprise, etc. Mais en fait, dans la réalité du quotidien, tout est fait pour un peu miner ces efforts, et donc il n'y a pas du tout d'équilibre qui sera trouvé. Pseudo-action marketing, entre guillemets, qui est faite pour faire redorer un peu le truc et tout ça derrière. Et ça amène sur un des autres pièges dont on parlait tout à l'heure aussi, sur le côté one-shot, où t'en as beaucoup aussi qui vont se qualifier comme safe space, etc. Je suis une entreprise saine, etc. Parce qu'elles ont fait un atelier de sensibilisation, elles ont formé 2-3 managers, et du coup, c'est un mode, on a fait notre part du boulot, on s'arrête là, et c'est pas mis en avant dans la culture au quotidien, ça se dit pas dans la vie de tous les jours pour les collaborateurs. Mais sur le papier, elles ont fait ce qu'il fallait faire, tu vois, pour... Et c'est pour ça que souvent, quand les gens veulent postuler dans des entreprises ou se posent des questions sur la véritable culture, le mieux à faire, c'est soit de récupérer 1 ou 2 mails de personnes qui y travaillent, ou alors d'envoyer un message sur LinkedIn pour solliciter un petit entretien pour savoir si on peut avoir des retours de vraiment comment ça se passe dans l'entreprise, au-delà des simples clichés qu'on peut voir sur des sites carrières où tout le monde sourit devant son ordinateur sur un canapé. On ne sait pas forcément comment ça va se passer. Je trouve que c'est encore plus difficile quand on est dans des structures où t'as qui sont pas forcément jeunes, et où du coup c'est d'autant plus dur de faire bouger les habitudes et la culture. Il y a un troisième piège un peu là-dessus, on en a un peu parlé pendant l'épisode, sur la partie confusion entre la bienveillance et la complaisance, si je peux utiliser ce terme-là, dans le sens où quand tu fais un feedback qui parfois est direct, peut-être un peu musclé, mais qui est dans le respect et dans pour être constructif, en tout cas c'est vraiment l'objectif. Je trouve que c'est toujours plus simple que quand tout le monde fait un flow consensus et que tu as des non-dits qui sont gardés pour soi simplement parce qu'il faut faire genre entre guillemets que c'est ok. T'as l'enjeu de recruter des personnes qui vont justement fit la culture d'entreprise, comme tu disais, mais il y a aussi toute cette question d'inclusion, de dire comment on fait aussi pour étendre aussi le type de personnalité de personnes de parcours qui vont rejoindre l'équipe pour pas se retrouver non plus dans un entre-soi. Et donc ça fait que c'est vrai que si tu sors un peu de, j'allais dire, ta zone de connu, il y a plus de points d'interrogation sur comment ça va fonctionner. Ce qui est super risqué, c'est que tu te déconnectes aussi de la réalité. C'est toutes les entreprises qui mettent en place des systèmes de cooptation, où tu vas aussi toujours aller sur certains sites carrières qui sont utilisés par les mêmes étudiants, les mêmes étudiantes. Et ça demande, j'en avais parlé avec Anissa Bakar, qui est RH chez Briga. Je suis en train de faire l'archéologie dans mon cerveau, mais c'est un fonds d'investissement. Et quand elle a rejoint, en fait, elle est passée sur ma newsletter, je te fais le contexte, et quand elle a rejoint les équipes RH, un de ses gros enjeux, c'était de savoir justement comment ouvrir son pool de candidats et comment aller chercher des personnes qui sont pas vraiment attendues dans cet écosystème. Et ce qu'elle m'expliquait, c'est que oui, ça prend plus de temps dans la première étape d'identifier les bons réseaux, d'aller à la rencontre d'étudiantes qui pourraient être différentes, donc pas forcément les codes, d'aller se renseigner auprès pas forcément des entreprises, mais des associations aussi de mentorat. Mais c'est tout un travail de défrichage qui, à terme, en fait, c'est ça, va payer et faire en sorte aussi de maintenir cette diversité de profils qui devrait être un peu la base aussi d'une entreprise. Est-ce que tu as des bonnes pratiques toi à partager du coup aux personnes, notamment en RH, qui voudraient mettre en place et aux managers qui écoutent peut-être cet épisode? La première chose à laquelle je pense, c'est vraiment un peu ce qui a le fil rouge de la conversation, de se dire que
qui est important, c'est que ce soit intentionnel et d'aller vraiment chercher des retours, d'être à l'écoute. Et il y a vraiment une différence entre le fait de dire aux gens, venez quand vous avez besoin d'un porte ouverte, et vraiment faire la démarche d'aller toquer aux portes des gens dans un premier temps et d'instaurer cette quête de retour. Donc, je dirais, aller creuser le plus possible dans l'entreprise, commencer à faire un peu un audit. Et si jamais on a conscience qu'il y a des problèmes de communication ou que les gens n'ont pas forcément confiance en nous et notre management, s'épauler d'une personne externe qui pourra réaliser cet audit avec ou pour vous. Mais dans un premier temps, savoir un peu d'où on part, c'est toujours intéressant. Et en deuxième, c'est peut-être quelque chose qui prend plus de temps et qui est pas, en tout cas, je l'ai pas encore vu dans beaucoup d'entreprises, mais peut-être avoir aussi un processus de prise en charge des lanceurs, lanceuses d'alerte, donc des personnes qui font justement remonter des choses qui sont discriminantes ou difficiles dans l'entreprise. Tout de suite, ça rassure aussi pour faire porter sa voix et de savoir que on sera écouté derrière, de savoir qu'il y a un vrai processus. Tu te dis, bon, ce sera pas juste prendre mon retour sur un banc là comme ça entre deux appels, mais qu'il y aura vraiment un accompagnement potentiellement aussi psychologique et qu'ensuite il y aura vraiment des conséquences pour les personnes qui sont autrices de ces faits. Et après, c'est vraiment aussi ce qu'on se disait qui est le plus simple, je pense, à mettre en place, ces petits fichiers de savoir comment chacune fonctionne pour fluidifier la collaboration et faire en sorte que tout le monde soit à l'aise. Toi, t'en as aussi? Ouais, moi, ce auquel je pensais, ils vont un peu avec le dernier que tu mentionnes, notamment sur la partie un peu rituelle d'équipe, de comment tu mets en place comment t'instaures, en fait, des choses qui sont ritualisées dans ton entreprise. On parlait tout à l'heure un peu de check-in émotionnel, la météo des collaborateurs, en tout cas en début de semaine, soit dans des réunions communes, soit sur des plans managériaux ou autres, et de savoir comment tes équipes se sentent. Rien que de poser la question, je pense que ça amène aussi à te dire, je peux être écoutée si j'ai un truc à dire, et je peux le faire remonter. Oui, et creuser si la personne dit, en ce moment, je me sens pas forcément bien. Comment je peux t'accompagner? Tu vois, il peut y avoir des questions assez simples à mettre en place aussi là-dessus. Et pas juste dire, donc tout le monde est fatigué en ce moment, ça va aller. Et passer à autre chose. Il y a le côté où, moi, quelque chose qui me parle beaucoup, c'est le droit à l'erreur. De reconnaître que l'erreur, c'est pas grave, que ça se fait, de la part des managers aussi, de la part de la direction parfois, de la part des collaborateurs, évidemment, là-dessus. Mais de savoir derrière se poser la question, qu'est-ce qu'on a appris de nos erreurs? Et tout à l'heure, t'en parlais, j'ai trouvé ça super de montrer en tant que manager qu'on peut être vulnérable aussi. Partager ses propres incertitudes, en fait, je pense que ça ouvre aussi le champ des possibles pour un collaborateur de se dire, OK, j'ai confiance et tu peux me sentir à l'aise. Le jour où il y a quelque chose, ça arrivera peut-être pas, tu vois, mais en tout cas, le jour où j'ai quelque chose à faire remonter, je sais que je peux le faire. Et ça me fait penser à quelqu'un avec qui je travaille en ce moment, qui pose souvent la question, tu vois, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et je trouve que c'est aussi super précieux d'avoir ça où tu sais que ton avis est pris en compte. Et donc, ça crée aussi cette confiance dont on parlait pendant l'épisode. Alors, sur les ressources, les gens qui voudraient aller plus loin sur la sécurité psychologique, on mettra le lien, comme tu disais tout à l'heure, vers le guide que j'ai fait. Et sinon, j'aurais bien voulu recommander un podcast qui s'appelle Diversity Secrets, qui est hosté par Louise Moulier et qui est vraiment super chouette. Elle parle de plein d'aspects différents de l'inclusion, dont la sécurité psychologique. Et elle a aussi une réflexion qui est pour un autre épisode certainement, mais qui est très poussée sur comment essayer de ne pas responsabiliser non plus les personnes qui sont minorisées ou concernées dans les changements d'entreprise. Et je trouve que ça complète bien ce qu'on s'est dit aujourd'hui c'est quelque chose qui doit être porté par tout le monde et où tout le monde devrait être vigilante dessus. On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Apolline, d'avoir partagé un peu ton regard, tes retours là-dessus. C'était hyper intéressant. On aurait pu continuer en vrai pendant des heures, je pense. Merci à toi, c'était trop bien. Et j'espère vraiment que c'est une discussion qui vous donnera, aux personnes en tout cas qui écoutent l'épisode, envie de réfléchir à votre propre environnement de travail là-dessus. Peut-être donner des petits gestes un peu concrets ou en tout cas d'entamer des réflexions. Et encore merci, Apolline, trop cool. Merci à vous d'avoir écouté, puis on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de W.